Un des meilleurs moyens de connaître l'état de santé de ton ordinateur, c'est d'utiliser UserDiac. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu le logiciel et surtout dans une deuxième partie, je vais t'expliquer comment analyser les résultats de ton diagnostic, qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce que ça peut impliquer et comment bien comprendre un petit peu tous ces résultats qui sont pas forcément évidents au premier coup d'œil. Donc UserDiac, si tu veux l'utiliser, tu vas sur le site, tu cliques sur le gros bouton, tu peux choisir de simplement lancer le logiciel, ça suffit, pas besoin de le télécharger. Il va se lancer, tu as le choix entre 3 diagnostics et si tu vas dans le deuxième onglet, un quatrième. Le quatrième, il sert uniquement à voir ta configuration et faire aucun test. C'est utile si tu sais pas trop ce qu'il y a dans le PC et que tu veux vérifier, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici, nous on veut voir l'état de santé du PC. Pour ça, tu as 3 diagnostics possibles, un rapide, un long et un extrême. Pour 99,9999% des cas, le diagnostic rapide est largement suffisant. Okay, c'est celui qui est recommandé, c'est celui qui te permettra de voir les températures, c'est celui qui te permettra de voir le comportement des composants, etc. etc. Le long et l'extrême, ils peuvent servir dans certains cas. Par exemple, si tu suspectes que ton boîtier est pas suffisant et que tes composants sont mal refroidis, mais seulement sur un long test. Le test long, il dure 20 minutes, alors que sur un test de 3 minutes, si ton boîtier il est pourri, mais qu'en 3 minutes ça n'a pas le temps de suffisamment chauffer pour voir le résultat, et que toi tu as des problèmes quand tu joues 1 heure, que tu joues 2 heures, etc., à ce moment-là ça peut être intéressant d'envisager de faire un diagnostic long. Mais dans tous les cas, le rapide, c'est celui qui est recommandé, c'est celui qui suffira pour l'extrême majorité des cas. Donc tu cliques dessus, tu attends les 3 minutes, ça lance le diagnostic, etc. Et ensuite ça t'ouvre un diag. Ça t'ouvre un diag dessus, il y a plein de choses dedans, et c'est pas forcément très clair. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'on lit, pourquoi c'est là, à quoi ça sert, et un petit peu quoi faire. Le premier truc que tu auras tout en haut, c'est les problèmes identifiés et les conseils. Ça, c'est le logiciel qui détecte déjà les choses que tu peux avoir dans ton PC qui peuvent être négatives et qui te propose directement la solution pour les régler. Par exemple, sur ce diagnostic-là, le pilote NVIDIA, il n'est pas à jour. Donc ça me dit de le mettre à jour. Ce diagnostic-là, il m'explique que la personne, elle a utilisé un logiciel de boost de PC, de AVG, qui sert à rien et ça serait bien de le désinstaller. Ce diagnostic-là explique que le processeur chauffe un petit peu et que le profil XMP de la RAM il n'est pas activé. Donc allez activer le profil XMP de la RAM, ça ferait gagner des performances. À chaque fois, il y a une petite flèche et on peut cliquer dessus et il y a des détails, des explications, des liens, etc. Commencez par ça, ok? Les problèmes à régler en priorité, ils sont là. Ensuite, quoi lire et quoi comprendre un petit peu dans le reste du diagnostic. Premier point, première boîte, le type du diagnostic, la date du diagnostic, des fois que ce soit un vieux diagnostic, et tu as l'historique de la personne là, tu as tous les diagnostics qui ont été faits avec ce PC. Okay. Copier le lien, partager le rapport, bon ça tu sais lire, ça fait ce que ça fait. Premier encart, tu as ta carte mère, ça te donne le fabricant de la carte mère, son modèle, et si tu cliques sur l'image, ça va t'emmener sur une recherche Google qui cherche driver et le nom de la carte mère, et en cliquant sur le premier lien, tu vas pouvoir aller directement sur le site de ta carte mère pour chercher les mises à jour du BIOS, les mises à jour de pilote, le manuel de ta carte mère, tout ça, ça sera directement là, donc en cliquant sur l'image, ou alors en cliquant sur accéder au site de la carte mère, ça fait la même chose. Deuxième point, le BIOS et Windows. Là, quelques trucs à regarder, tu auras la version du BIOS. La version du BIOS, c'est intéressant d'avoir l'information. Potentiellement, ton BIOS n'est pas à jour, et potentiellement, ça pourrait servir de le mettre à jour. Sur les plateformes récentes, mettre son BIOS à jour, c'est intéressant parce que ça peut apporter des correctifs, des améliorations de performance, des réglages de bugs. Par exemple, sur les plateformes B650, donc les nouveaux processeurs AMD, il y a des problèmes de démarrage qui sont lents, qui ont été réglés avec des mises à jour de BIOS. Donc à ce moment-là, on peut regarder la version du BIOS et la date, comparer avec le site de la carte mère, la dernière version du BIOS. Là, je vois qu'il y a un BIOS en 2024 et que cette personne-là, son BIOS date de 2023. Donc potentiellement, je peux lire ce que ça change, tu vois. Là, je vais améliorer la compatibilité de la mémoire et update microcode. Bon, ça veut tout et rien dire un petit peu, mais potentiellement, ça pourrait être intéressant de faire la mise à jour du BIOS. Voilà. Le boot mode indique si on est en UEFI ou en Legacy. Le Legacy, c'est quelque chose qui est plus vraiment utilisé depuis pas mal d'années maintenant, mais si tu vois que c'est en Legacy, ça veut dire que tu as installé ton Windows en mode Legacy. Ça
concrètement, ça pose pas énormément de problèmes pour Windows 10. Windows 11, tu pourras pas l'installer, donc tu remettras pas ton BIOS en UEFI. Mais si tu as installé en Legacy, tu peux pas repasser en UEFI directement dans ton BIOS, le PC va plus démarrer. Il faut faire une procédure de conversion dans Windows, et ensuite aller dans le BIOS, activer l'UEFI, et là ça pourra marcher. C'est pas forcément évident. Honnêtement, si tu es en Legacy, c'est probablement que tu as un très vieux PC, et la meilleure solution c'est de ne pas y toucher jusqu'à ta prochaine réinstallation de Windows, et seulement à la prochaine réinstallation de Windows, tu en profiteras pour mettre à jour ton BIOS, le mettre en UEFI, et du coup Windows va s'installer en UEFI directement. Le TPM et le Secure Boot, c'est des options qui sont nécessaires pour installer Windows 11 et pour jouer à des jeux sur Windows 11. Si par exemple tu as ton Secure Boot qui est désactivé et que tu es sur Windows 11, tu sais que tu pourras pas jouer à Valorant. Donc à ce moment-là, il faut l'activer en suivant des tutos, il y en a plein. J'en ai fait un aussi. Deuxième partie de ce cadre-là, c'est Windows. Bon, tu as la version de Windows, d'accord, super, et tu as la date d'installation. La date d'installation, c'est particulièrement important parce que Windows, au fil du temps, va s'encrasser, c'est pas vraiment le bon mot, mais un peu s'encrasser quand même. Au fil de l'installation de logiciels divers, de la désinstallation de logiciels qui laissent un petit peu des trucs qui traînent, des machins, des trucs qui s'installent, et les machins, les mises à jour qui se mettent les unes par-dessus les autres, et les machins comme ça, au fil du temps, ton Windows il peut s'encrasser. Et un peu comme tu fais la vidange de l'huile de ton moteur régulièrement, c'est aussi recommandé de faire une réinstallation de Windows régulièrement. À quelle fréquence, ça dépend un peu des gens, des utilisations, etc. Si tu es quelqu'un qui installe jamais de logiciel, qui fait pas grand chose sur le PC, qui l'utilise pas trop, bon, tu peux te passer de réinstallation régulière. Mais si tu es du genre à installer souvent des trucs, désinstaller souvent des trucs, tu testes pas mal de choses sur le PC, etc., c'est quand même recommandé d'installer Windows relativement régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, un peu au choix. La fréquence va varier selon les gens et l'utilisation. Mais si tu vois que ton Windows il n'a pas été réinstallé depuis 4 ans, 5 ans, bon, ça ferait du bien de le faire. Voilà. Le démarrage rapide, c'est une option qui est activée par défaut et qui fait que quand tu éteins ton PC, il se met en veille au lieu de s'éteindre. Il s'éteint pas réellement. Ça sert à ce que quand tu le rallumes, il se rallume plus vite. C'est chouette. Sauf que du coup, ça fait que ton PC s'éteint vraiment jamais. C'est-à-dire, il va jamais décharger les pilotes, il va jamais complètement s'éteindre pour repartir d'un truc propre. Et si tu as un PC récent qui va de toute façon démarrer assez rapidement, à mon avis, c'est un avis, hein, mais ça vaut le coup de désactiver le démarrage rapide. Oui, ton démarrage va prendre 10 secondes de plus, mais au moins tu seras tranquille. Voilà. Pour le désactiver, pareil, il y a des dizaines et des dizaines de tutos. L'isolation du noyau, c'est quelque chose qui est pas forcément actif par défaut, ça dépend de la configuration du PC, ça dépend de où est-ce que tu as acheté le PC, si tu as acheté un PC prémonté, si tu l'as monté toi-même, comment tu as installé Windows, etc. C'est une option qui en gros augmente un petit peu ta sécurité, mais te fait perdre un petit peu de performance en jeu. Voilà. L'activer, le désactiver, ça dépend des gens, ça dépend des choix. Microsoft conseille de le désactiver sur les PC qui sont dédiés à du gaming. Et j'ai tendance, non, c'est pas très français ça. J'ai tendance à être d'accord avec eux. Ça fait gagner quelques pourcents de performance de le désactiver. Tu vas gagner 2% de FPS, 5% de FPS, ça dépend du jeu et de la config. Et la perte de sécurité qui est engendrée par ça, elle est relativement faible. À mon avis, désactiver l'isolation du noyau, c'est une bonne idée aussi. Pour un PC gaming en tout cas. Dernier point de ce truc-là, c'est l'antivirus. Là, c'est écrit inconnu, probablement parce que la personne a supprimé les antivirus, ce qui est une bêtise, parce que supprimer et ne pas avoir d'antivirus, c'est dangereux pour le PC, et ça fait pas gagner de performance en jeu. Donc, il faudrait dire à cette personne de remettre un antivirus. Des fois, il y a d'autres antivirus que Defender qui sont marqués. Des fois, la personne, elle aura autre chose. Bon, là, j'en ai pas, j'ai pas d'exemple là, mais des fois la personne elle aura un autre truc, elle aura Avast, AVG, Norton, que sais-je. Les trucs payants qui marchent honnêtement pas mieux que Windows Defender, qui sont payants et qui prennent pour la moitié d'entre eux plus de ressources que Windows Defender,
ça sert à rien de les garder. On est en 2024, Windows Defender c'est gratuit, c'est aussi performant que les autres et c'est intégré à Windows. Autant l'utiliser, ça sert à rien d'aller payer autre chose. Cadre suivant, plus d'informations sur le processeur. Donc le nom, ok, super. J'ai pas dit d'ailleurs, mais en cliquant sur le nom là comme ça, que ce soit pour la carte mère, le processeur, la carte graphique et tout, ça amène sur une recherche user diag avec d'autres diags qui ont le même processeur. Voilà, ou la même carte graphique ou la même carte mère. Ça permet de, je sais pas, faire des recherches. Le nombre de cœurs, il y a une optimisation qui se faisait avant, qui était très populaire, qui consistait à aller dans msconfig et cocher des trucs et machin, qui te faisait perdre des cœurs de ton processeur. Donc vérifie que tu as le bon nombre de cœurs. UserDiag te le dira si c'est pas le cas, et il t'expliquera comment réparer ça, mais on vérifie ça. L'usage en arrière-plan, il devrait être assez bas, ça dépend du processeur évidemment, mais s'il est haut, ça peut indiquer que la personne elle a beaucoup de processus installés qui tournent en arrière-plan, beaucoup de logiciels qui ont été installés, etc. Et que potentiellement, désactiver ou supprimer certains de ces logiciels, ça serait une bonne idée. Le profil d'alimentation qui est utilisé, ça permet de détecter les profils d'utilisation un peu à la con là. Des fois tu vas voir des gens qui téléchargent des profils d'alimentation genre Bitsum Highest Performance ou machin, ou le profil d'optimisation de Jean-Michel Opti, et plein d'autres saloperies du genre qui sont en fait des choses qui sont relativement négatives quoi. Les fréquences base, min, max, ça permet de voir si la personne elle a overclocké son processeur à une tension fixe, ce qui peut être un peu dangereux. Si par exemple le min et le max c'est la même valeur, ça peut dire que c'est un overclock. Les PL2 et les PL1 c'est les limites de puissance du processeur. Ok. Ça permet de voir si elles sont par défaut ou si elles ont été débloquées, que ce soit automatiquement dans le BIOS ou en ayant fait de l'overclocking. Ça permet d'avoir un petit peu plus d'informations sur ce qui a été fait dans le BIOS. Les tensions minimales et maximales, ça permet de voir, est-ce que la personne elle a overclocké à la main. Là par exemple, je vois que le processeur il est overclocké parce que 5.8 c'est trop haut pour ce processeur et 1,52 volts c'est trop haut pour ce processeur. C'est une tension, ça c'est dangereux pour ce processeur. Donc là, la personne elle a probablement fait un truc et elle sait pas quoi. Et la tension elle est trop haute, ça va abîmer son processeur au fil du temps. Ici, on a la consommation minimale et maximale du processeur. Ici, ce sont les limites de conso. Et là, c'est la consommation vraiment réelle atteinte. Et là, 250 watts pour un processeur 6 cœurs. Effectivement, le processeur, il est overclock. Il est bien overclock et ça cogne un peu. 250 watts, c'est difficile. Et c'est difficile à refroidir aussi. Et dernier point, les températures. Là, bon, ça va. 67 degrés, c'est des bonnes températures, il n'y a pas de souci. Concrètement, si c'est rouge, il faut s'inquiéter un peu. Voilà. Encart, carte graphique. Le nom de la carte graphique, le fabricant, le modèle, la VRAM, blablabla, c'est juste des informations, c'est pas très important. La version du pilote, bon, s'il faut le mettre à jour ou pas. La consommation min maximale, la maximale peut servir à savoir si la carte graphique a été overclockée ou pas. Est-ce que le maximal, il est plus haut que le maximum prévu par le constructeur et que donc les limites de puissance ont été débloquées? Ou est-ce qu'il est en dessous du max prévu, et dans ce cas-là, il y a peut-être un problème avec la carte graphique. Les températures, min, max, pareil, si c'est rouge, il faut s'inquiéter. Et le niveau de performance qui donne en théorie une petite indication sur les performances de la CG, est-ce qu'elles sont normales ou pas. C'est pas encore parfait, des fois il y a des petits... voilà, mais concrètement, si c'est rouge, il faut peut-être s'inquiéter un peu, si c'est pas rouge, ça va. La RAM, on a la taille de la RAM, on a la fréquence de la RAM, la tension de la RAM. La tension et la fréquence, ça sert à voir est-ce que c'est overclock ou pas. On a les timings aussi. L'utilisation, bon, on peut déterminer un petit peu avec l'utilisation s'il y a un problème ou pas. Par exemple, si là, il y a une grosse utilisation de la RAM alors qu'il n'y a rien de lancé, ça peut indiquer qu'il y a effectivement des programmes en arrière-plan qui tournent trop. Un petit peu pareil que l'usage en arrière-plan du processeur. Le fichier d'échange, c'est... en très gros, Windows qui définit une petite partie du SSD comme RAM supplémentaire à être utilisée en cas de besoin si toute la RAM elle est prise. Parce que s'il n'y avait pas ce fichier là et que toute la RAM elle était prise, le PC il planterait. Voilà. Donc ça permet d'éviter que le PC plante et certaines applications utilisent ce fichier d'échange même quand la RAM n'est pas pleine. Donc il ne faut pas le désactiver malgré ce que certains optimisateurs peuvent vous dire. Ici, la détection de si la RAM elle est overclock ou pas. Donc là, la RAM elle est overclock. On avait vu que le CPU aussi était overclock. Donc
s'il y a des instabilités, la première chose qu'on va dire à cette personne, c'est tu désactives l'overclock de RAM, tu désactives l'overclock du CPU, et tu remets tout ça par défaut, quoi. Ici, on a les slots de RAM utilisés, après, et ça c'est vachement important et intéressant parce que sur les cartes mères, il y a des slots de RAM qui sont préférentiels. Si vous ouvrez le manuel de votre carte mère, il vous dira, ouais, tu utilises ces deux slots-là avant les autres. Et sur 99% des cartes mères, c'est les slots 2 et 4 à utiliser en priorité. Donc si sur un autre diag, tu vois, hop, par exemple celui-là, il utilise les slots 1 et 3, ça peut marcher, ok, ça peut marcher, mais ça peut aussi moins bien marcher que les slots 2 et 4. Donc, dans le doute, pour faire au mieux et être sûr que ça marche correctement, si les slots 1 et 3 sont utilisés, il faut dire il faut décaler les barrettes de RAM dans les slots 2 et 4. Voilà. Quand on dit 2 et 4, on compte de droite à gauche en partant de gauche à droite en partant du processeur. Okay, donc la 1 c'est la plus proche du processeur, la 4 c'est la plus éloignée du processeur. Ensuite, on a des informations sur tous les disques qui sont branchés dans le PC. Est-ce que c'est des SSD, des disques durs, est-ce qu'ils sont branchés en SATA, en PCI Express, le nombre d'heures de fonctionnement, le nombre d'allumages, le total d'écriture et l'état de santé. C'est des... Bon, et un petit test de débit. Ce qu'il faut regarder concrètement, c'est l'état de santé et le nombre de total d'écriture. Voilà. Parce que les SSD sont limités en nombre total d'écriture et peuvent s'abîmer, s'abîment forcément au fil des écritures et du temps. Et du coup, il y a des limites qu'il faut éviter de dépasser et l'état de santé va se dégrader au fil du temps. Et si c'est jaune ou rouge, il faut commencer à s'inquiéter, ça veut dire que le disque dur va peut-être lâcher bientôt. Voilà, faut pas s'inquiéter, vous avez de la marge, d'accord, les limites d'écriture et de lecture, c'est des centaines et des centaines de téras, donc tranquille. Mais si vous avez un vieux disque dur, que là c'est rouge, ou que là c'est rouge, ou que là c'est rouge, il faut peut-être commencer à s'inquiéter et à sauvegarder les données qui sont dessus. Et en dernier, vous avez un écran ou plusieurs écrans, vous avez des informations sur le nom de l'écran, la fréquence, et la taille et la résolution. Voilà, ça c'est plus à titre informatif et pour un peu savoir ce que vous avez dans le PC. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a vu les encarts, et ensuite on arrive sur les graphes de performance. Déjà, il y a 3 graphes, il y a la vue d'ensemble, les fréquences détaillées et autres. Ce qui va nous intéresser, nous, surtout, ça va être la vue d'ensemble. Et ça va juste nous permettre de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe et de voir s'il n'y a pas de problème bizarre. Okay, par exemple, le CPU, test CPU sur un cœur. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est le CPU. On est sur un test processeur uniquement sur un seul cœur du processeur. Donc ce que je vais regarder, c'est les températures du processeur. Je vais regarder les fréquences du processeur et je vais regarder la tension du processeur. Donc là, je vois que 58 degrés, bon, normal. Je regarde à côté la fréquence 5,8, ça n'a pas bougé. J'ai qu'un seul cœur qui... Voilà. Je peux éventuellement regarder les fréquences détaillées. Où là, je vois que j'ai tous mes cœurs à 5.8 et 4.2. Ça veut dire que la personne, elle a overclock, parce que tous les cœurs sont à 5.8, alors que, bon, c'est un test un seul cœur. Donc si le processeur était par défaut, il n'y aurait qu'un seul cœur qui monterait à 5.8, et les autres resteraient en dessous. Ensuite, je peux aussi regarder la consommation. Par exemple, là, sur le test CPU 1 cœur, je vois que le CPU, là, sur les lignes en orange, il est à 80 watts, ce qui est, bon, assez normal pour un cœur, pour un CPU overclock en tout cas. Et je peux... Voilà. Deuxième test, CPU tous les cœurs cette fois. Donc pareil, je vais regarder la température, je vais regarder la consommation, et je vais regarder les fréquences. Et un petit peu la tension. Donc je commence à gauche, je vais regarder la température du CPU en bleu, 66 degrés, bon elle est très bonne, il n'y a pas de souci. Et je vais regarder la consommation du CPU en orange, elle est à 250 watts, c'est élevé, mais parce que la personne a overclock, donc c'est compréhensible. Et elle est stable sur tout le test, elle change pas, elle baisse pas, elle monte pas. Et la fréquence en bleu à droite, pareil, elle est stable sur tout le test, elle change pas. La tension du CPU à droite, elle est en orange, et pareil, elle est haute, elle est très très haute, elle est à 1,5 volts, c'est dangereux, mais elle change pas, donc... Là, c'est difficile parce que elle est trop haute. Le fait qu'elle change pas, c'est bien, mais là, la tension, elle est trop haute, donc il faut dire à la personne, non, ton overclock, là, il est pas bon, il faut faire des choses, il faut régler ça, ça va pas. Et si je vais voir dans les fréquences détaillées, je vois que pareil, tous les cœurs sont à 5,8, ça n'a pas changé par rapport à avant. Bon encore une fois parce que c'est overclock.
Ensuite, test, ici on est sur un test GPU uniquement, donc carte graphique. Le processeur lui est plus du tout sollicité. Donc je vais vérifier ça, je vais regarder la température de la carte graphique, la puissance et on peut regarder aussi les fréquences, que ce soit du cœur ou de la mémoire de la carte graphique, qu'on appelle VRAM pour vidéo RAM. Donc là, GPU 19 degrés et hotspot 33 degrés. Voir 19 degrés sur un test GPU, c'est bizarre. 19 degrés, c'est une température qui est trop basse. En réalité, c'est parce que ce PC-là, la personne, il était dehors. D'accord ? Il était dehors un soir en hiver. Et c'est pour ça que toutes les températures sont aussi basses. C'est pour ça que la température du CPU est basse et que la tension du CPU elle est aussi haute. C'est peut-être pas un test très représentatif d'ailleurs, mais bref, peu importe. Je vais peut-être en prendre un autre pour ça. Ok. GPU, on voit que la carte graphique elle est à 61 degrés, le hotspot il est à 73 degrés. Bon, la différence entre GPU et GPU hotspot, c'est que sur une puce de carte graphique, il y a plusieurs sondes de température. GPU c'est toujours la même sonde qui est dans un coin de la puce. Et GPU hotspot c'est la sonde de température la plus chaude sur les genre 60 sondes de température qu'il y a dans la carte graphique. Donc ça permet de... Normalement, entre le GPU et les GPU hotspot, vous aurez un delta de température de 10 degrés, 20 degrés. S'il y a plus que 20 degrés, ok, si 30 degrés, 40 degrés de delta entre le GPU et le hotspot, ça veut dire soit que la pâte thermique du GPU elle est mal mise, soit qu'il n'y en a plus, soit que le ventirad, enfin le refroidissement de la carte graphique est pas assez serré, soit qu'il y a un problème dans le montage de la carte graphique, quoi. Il y a une trop grosse différence entre les deux, il y a un problème de montage, il faut revoir, il faut démonter la carte graphique, voir ce qui va pas, régler le problème et la remonter. Et au niveau consommation, on est à 160 watts. Ici, la carte graphique, c'est une 2060 Super. Donc 160 watts pour cette carte graphique, on est dans les clous, il n'y a pas de problème. Sur le graphe de droite, on va regarder GPU Core, GPU VRAM et GPU V. Okay, donc violet, violet et rouge. GPU Core, on est à 1,9 GHz, c'est standard pour cette carte graphique. VRAM 1,75 GHz, pareil, standard. Et 0,93 volts. C'est un peu bas, mais pas de problème. C'est la carte graphique qui a décidé de se mettre à cette tension-là parce que c'est un test qui est basé sur Furmark et que Furmark est détecté par les pilotes Nvidia et baisse fortement la tension parce que bon bah c'est pas un test qui est réaliste du tout quoi. Donc je m'attends en jeu à voir la tension de la carte graphique un peu plus haute, autour de 1 volt, mais l'avoir à 0,93 sur Furmark, normal, rien à redire. Et le dernier test, c'est le test CPU tous les cœurs plus carte graphique. Donc là on fait chauffer tout le PC, on balance tout en même temps et on voit ce que ça fait. Ça permet de voir quelques trucs. Si par exemple je vois la température qui monte petit à petit là au bout des 30 secondes, je vais me dire ah, peut-être que le boîtier il est pas super parce que là j'allume tout dans le PC, ça chauffe petit à petit, peut-être que le boîtier il est pas super, peut-être que ça vaudrait le coup de faire un test long pour voir le comportement de la température au fil du temps. Là sur ce diagramme là je peux regarder un peu tout, je vois que la température du CPU elle est bonne, température de carte graphique aussi. Le CPU consomme 100 watts, la carte graphique 175, donc c'est des valeurs qui sont dans les normes. Et niveau fréquence, tout est stable, il n'y a rien qui tombe, il n'y a pas de problème particulier. Donc je me dis que tout va bien. Dans d'autres cas, je peux voir des choses un petit peu... Hop là. Si par exemple je prends ce diagramme, c'est un PC portable, bon, c'est un peu volontaire pour illustrer ce que je veux dire, mais si je vais sur le test CPU tous les cœurs, je vois que la température du CPU en bleu là, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et la fréquence du CPU, elle descend en même temps que la température monte. Et ça me dit que le PC il est pas très bien refroidi, parce que la température elle monte, les fréquences elles descendent. Les fréquences elles descendent pour empêcher que la température elle continue à monter, et elle continue à descendre, elle continue à descendre. Donc il y a probablement un problème de refroidissement sur ce PC là. Mais en même temps c'est un PC portable, donc pas nouveau qu'il y a des problèmes de refroidissement sur les PC portables quoi. Et c'est un peu pareil si je regarde, ça c'est un test long, ok, vous voyez il est beaucoup plus long. Et je peux voir là la fréquence du CPU et la température là. Pendant la première minute, ok, là on est à 60 secondes, elles vont descendre petit à petit. Ça descend, ça descend, ça descend, tant que ça chauffe. Et on va atteindre une température stable et des fréquences stables à partir de genre 1 minute 30. Et là, ça changera plus. Et ça sera les vraies performances du PC au bout d'une minute parce que c'est un PC portable qui surchauffe. Sur un PC fixe, a priori, s'il est à peu près bien ventilé, vous n'allez pas retrouver ce comportement-là. Mais voilà.
Donc UserDiag, très chouette, il y a beaucoup d'informations. Des fois c'est un peu difficile à lire. Il peut y avoir des choses un peu comme ça là. Ça c'est normal. Si je regarde sur un CPU, par exemple si je vais dans les fréquences détaillées, non pas ça. Bon, d'avoir des fréquences un peu comme ça sur le CPU 1 cœur c'est normal. Parce que c'est un test qui est sur 1 cœur, donc il y a tous les cœurs qui vont être en bas à part 1. Et le processeur qui booste peut changer selon le moment, selon ce que le Windows décide de faire, ce que le CPU décide de faire. Il peut dire ah bah écoute là ça serait mieux de faire booster ce cœur de processeur là et de laisser les autres au repos. Et puis peut-être 5 secondes plus tard, bah, ça serait bien qu'on les échange là parce que celui-là il a plus de possibilités ou il est moins chaud ou celui-là il est occupé donc on va plutôt aller basculer sur un autre cœur, etc. Donc c'est normal que ça fasse un peu le yo-yo comme ça sur un test 1 cœur. Sur un test tous les cœurs, ça devrait pas faire le yo-yo parce que tous les cœurs sont chargés en même temps, évidemment. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça sur UserDiag qui sont chouettes à lire, qui sont très intéressantes. Si vous avez des questions, posez-les. S'il y a un truc qui vous inquiète sur votre diag, bah, mettez-le dans la description, dans les commentaires, pas la description. Expliquez ce qui vous gêne et puis je répondrai sans doute quand je pourrai.